Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre hebdo-journal dont voici les titres. Saint-Nicolas à Osmose, un petit déjeuner au lycée pour le Téléthon, une gendarme au collège pour sensibiliser sur le harcèlement, un forum au centre hospitalier sur les violences, les pompiers fêtent Sainte-Barbe, un concours de Noël au marché aux bestiaux, et repas de Saint-Éloi pour le personnel communal et l'Assemblée générale des parents d'élèves de l'école Langevin. Alors, commençons par notre premier sujet, c'est-à-dire Saint-Nicolas à Osmose. Les jeunes ont fêté Saint-Nicolas en tenue de sport au complexe multisport Osmose, où différentes activités leur ont été proposées avec cerise sur le gâteau, parcours ninja en libre accès. Parmi les autres ateliers, un atelier pour apprendre à réaliser un saucisson au chocolat. Néanmoins, Saint-Nicolas a effectué sa traditionnelle distribution de friandises. Repartons à Osmose dans le reportage de Claude Delcourt. Je m'appelle Ludivine François et je suis cuisinière pâtissière au sein de l'établissement. Ok, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi avec les enfants? On a préparé des saucissons au chocolat. Vous pouvez nous donner la recette ou pas? Bien sûr, c'est du chocolat noir qu'on fait fondre avec du beurre, qu'on met des morceaux de guimauve à l'intérieur, des petits beurres, on malaxe et on fait la forme de saucisson. Bonjour, donc moi c'est Myriam Stoup, je suis chargée de communication à Osmose. Et vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait avec les enfants durant l'après-midi? Alors on a fait un événement Saint-Nicolas, du coup on a commencé par un atelier pâtisserie avec Ludivine à l'hostellerie du marché, où les enfants ont fait un saucisson au chocolat. Ensuite on a commencé la lettre au Père Noël et par la suite on va faire des photos avec le Saint-Nicolas et les enfants ont accès toute l'après-midi au ninja. Ça a été avec les enfants, il n'y a pas trop eu de disputes? Non, ça a été super. Bon, c'est le principal. Je pense vraiment qu'ils ont apprécié, ils ont tous le sourire et ils s'amusent plutôt bien, donc on est assez contents. Maintenant, nous allons parler du petit déjeuner au lycée pour le Téléthon. Dans le cadre du Téléthon, le lycée Camille Desmoulins organisait un petit déjeuner afin de concrétiser leur participation. À la manœuvre, le département de la vie scolaire. Reportage Claude Delcourt. Bonjour, je m'appelle Pascal, je travaille ici à la vie scolaire du Cateau et du lycée Camille Desmoulins. Et en fait, cette année, nous avons organisé, comme tous les années, un petit déj en faveur du Téléthon. Donc on a récupéré quelques dons et avec un bon coup de main de la vie scolaire, la maison des lycéens et de quelques collègues, on est en train de mettre en place justement un petit déj pour les élèves le matin avant leur belle journée de cours.
Alors pour le petit-déj, on a des croissants, on a de la brioche, on a du pain, de la confiture, du Nutella, du jus de fruits, des pancakes, du café, du chocolat au lait et du thé. Voilà. Donc les élèves en fait payent 2 € le ticket et tous les bénéfices repartent pour le Téléthon. Et cette année, justement, s'est concerté pour les élèves qui ne pouvaient pas s'offrir le ticket. On a décidé de travailler avec ce qu'on appelle des tickets suspendus. Donc les personnes achetaient plusieurs tickets et le ticket était offert à une personne qui n'avait pas les moyens de se payer le petit déjeuner. Donc on a souhaité faire une bonne action dans une bonne action. Alors en dehors du petit déj, on a le volley club du Cateau qui est venu faire un tournoi. On a eu un tournoi de badminton, de futsal et de baby-foot. Nous allons nous rendre au collège où une gendarme était partie à la rencontre des collégiens. Une gendarme, donc Madame Mercier, major de gendarmerie, est allée à la rencontre des collégiens afin de les sensibiliser sur 2 thèmes dont ils sont particulièrement concernés, à savoir le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Qu'ont-ils compris ces collégiens? Au collège, un reportage de Claude Delcourt. Alors, je suis la major Mercier. Je travaille pour la compagnie de Cambrai et j'interviens dans les collèges en classe de 6e et 5e pour parler et discuter et même échanger avec les élèves sur le sujet du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le harcèlement et le cyberharcèlement? Eh ben, beaucoup de choses, malheureusement. Il y a à dire que... Eh ben déjà, tout est dans le titre, que le but c'est de dire non au harcèlement justement, et de faire en sorte que les élèves viennent à l'école pour apprendre et pour passer des bons moments ensemble, et non pas pour subir les réactions de certains de leurs camarades en fait. Donc on essaye d'échanger avec eux sur les bons et les mauvais comportements à avoir, qu'on soit victime d'harcèlement, qu'on soit témoin d'harcèlement et aussi qu'on soit harceleur. Et cyberharcèlement, on échange avec eux sur les réseaux sociaux, les différentes photos que certains élèves pourraient envoyer, et on évoque aussi les jeux en ligne et les dangers des jeux en ligne et de parfois leur ami virtuel, comme ils appellent ça, en leur expliquant que même si on pense connaître les personnes qui sont de l'autre côté, on ne les connaît pas vraiment en fait. Ben, les réflexions des jeunes justement, ce sont ce qu'on vient de dire, les amis virtuels. On est toujours un peu étonné qu'ils soient convaincus de connaître les personnes avec qui ils échangent. Certains nous ont dit connaître depuis 2 ans, d'avoir au bout de 2 ans toujours le même ami, et que pour eux ce sont plus des amis que les vrais amis qu'ils ont au collège. Donc des fois on peut s'interroger là-dessus. Et puis après, ils n'ont pas aussi parfois la véritable notion d'harcèlement scolaire. C'est-à-dire que pour eux, certains agissements ne relèvent pas d'harcèlement scolaire. C'est-à-dire un exemple. Un exemple, parce que un élève se fait frapper par un autre élève, et ben en gros, s'il y en a qui le font, ben eux, ils ont le droit de le faire aussi en fait. C'est des limites, les analyser et puis leur dire et leur expliquer que qu'ils ne sont pas obligés de suivre tout le temps tout le monde, et que ce n'est pas parce que les autres le font qu'ils sont obligés de le faire également. Voilà. Alors au niveau des conseils, adresses, numéro de téléphone à retenir? Eh ben, les numéros, c'est le 3018 pour tout ce qui est harcèlement scolaire et le 3020 pour ce qui est cyberharcèlement. Donc on leur conseille de contacter ces numéros-là en priorité,
Mais on leur rappelle aussi que tous les numéros d'urgence sont à leur disposition, que ce sont des appels gratuits et qu'il ne faut surtout pas hésiter à les contacter, quel que soit leur problème, que ça les concerne eux ou qu'ils soient témoins d'un fait particulier ou qu'ils soient même harceleurs, qu'il ne faut pas hésiter à contacter ces numéros et puis qu'ils seront pris en charge et qui seront orientés pour trouver une solution à leurs problèmes. Voire même passer par une brigade simplement. Ah oui, 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 oui. Tous les numéros. Comme on dit, le 3018, le 3020, le 3019 pour les violences, le 17 pour la gendarmerie. Il ne faut pas hésiter, il faut appeler et après ils seront orientés. Et maintenant, nous allons au centre hospitalier où il y avait un forum. Toutes les violences posent un problème. Le 25 novembre dernier, on évoquait les violences faites aux femmes. Mais cette fois, le monde de la santé et de la justice s'unissent contre les violences intrafamiliales. Et c'est ce sujet qui a motivé la tenue de ce forum au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. Forum suivi pour nous par Claude Delcourt. Reportage. Alors, en fait, il s'agit d'un forum qui est à l'initiative du service social depuis 3 années, suite à l'engagement du centre hospitalier dans la lutte des violences faites aux femmes et aux violences intrafamiliales. Donc, cette année, le forum s'est étoffé avec la présence de nombreux partenaires et l'implication des écoles et des jeunes du secteur, donc notamment le collège Jean Rostand, le lycée Camille Desmoulins, l'IME Le Bois Fleuri, et après on a tous nos partenaires habituels qui sont présents. Alors, il est très important effectivement de pouvoir verbaliser toute cette aide possible autour des victimes de violences conjugales. En tout premier lieu, donc, nous indiquons un petit peu tous les items qui pourraient faire penser à de la violence, car parfois la victime ne se sait pas victime. Et il est important pour elle de voir qu'effectivement, il y a des choses qui ne trompent pas et qui ne doivent pas être dans le fonctionnement d'un couple. Ensuite, nous avons proposé effectivement la possibilité des aides. En fait, l'idée c'est d'expliquer un petit peu tout ce que le tissu local peut proposer en termes d'aide, de prise en charge. Une victime de violence conjugale n'est pas seule. Il y a la loi qui a changé récemment, mais maintenant, et depuis 2017 maintenant au niveau du centre hospitalier, il y a toute une possibilité d'aide. À cela, des partenaires, comme le disait ma collègue, se sont ajoutés. Donc ce forum est à destination de tous, usagers, publics, professionnels. Il est vraiment important de pouvoir sensibiliser l'ensemble des personnes pour pouvoir permettre à toutes ces personnes victimes de violences d'être accompagnées au mieux et d'avoir une écoute attentive. Donc ce stand du service social de l'hôpital de Le Cateau est une porte d'entrée pour tous les patientes et patients qui sont victimes de cette violence. Et aujourd'hui, il y a tous les autres stands de tous les partenaires qui montrent la complémentarité essentielle pour accompagner au mieux ces personnes. Donc notre stand il permet d'être la porte d'entrée pour tout public. Alors le service Solveig est un service qui vient en aide aux personnes victimes de violences conjugales sur tout le secteur du Cambrésis. Le service est composé de 2 professionnels, moi-même qui interviens auprès des victimes de violences au sein de toutes les structures d'hébergement du Cambrésis, et ma collègue Madame Fetti qui est référente État départemental violences conjugales. Alors au niveau de l'accompagnement, on accompagne toutes les personnes victimes de violences conjugales, qu'elles soient à domicile ou en structure d'hébergement. L'objectif c'est d'être à disposition des victimes pour que ce soit une écoute, une guidance, une orientation, un accompagnement physique dans toutes les démarches liées aux violences, que ce soit pour des démarches au niveau judiciaire, engagement de démarches auprès d'un avocat pour toute séparation ou dans le cadre d'un relogement. Alors comment fait-elle pour arriver jusqu'à nous? Elle peut arriver par le biais soit du 3919 puisque l'association, le service est référencé auprès du 3919. Et puis il existe notre numéro, donc c'est le numéro de téléphone de ma collègue Madame Fetti. Donc on est joignable directement. Donc les victimes peuvent nous interpeller par ce biais ou par le biais d'autres partenaires auprès de qui nous sommes référencés, avec qui nous travaillons, que ce soit par le biais de la gendarmerie lorsqu'il y a une intervention et puis une orientation par le biais de Madame Hottman, intervenante sociale en gendarmerie, qui fait également partie de notre association, ou par le biais de tout autre partenaire qui ont connaissance de notre service.
Donc moi je représente le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est une association qui est basée à Roubaix et nous avons une antenne à Cambrai. Donc nous y recevons des personnes sur rendez-vous. Des rendez-vous en présentiel ou par téléphone pour tout ce qui est problème d'accès aux droits, de lutte contre les violences, parentalité, éducation, etc. Donc je suis seule aujourd'hui pour représenter l'association, mais j'ai deux collègues. Une collègue qui est en commissariat, qui est intervenante sociale en commissariat, et une collègue qui est animatrice EVARS, espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Et aujourd'hui, pour ce stand, on est là pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On peut apporter des conseils, des informations, des suivis, éventuellement par une psychologue, pour toutes les problématiques de lutte contre les violences. Alors voilà, donc nous on représente le service de médiation familiale de la Sauvegarde du Nord, le service Médiane. On est les deux médiatrices, donc Pascale Defresne et Anne-Sophie Montpied. Mais on représente aussi notre collègue qui est absente de la GSS de l'UDAF, Véronique de Kitt. Donc ce sont les deux services de médiation familiale de Cambrai. Et donc comme tous les ans, on a été invité par le service social de l'hôpital dans le cadre de cette journée nationale de lutte contre les violences intrafamiliales. Et donc voilà, on a un public qui passe à notre stand et qui s'intéresse à ce qu'est la médiation familiale. Donc qui est un dispositif qui est proposé aux personnes qui rencontrent des difficultés de communication au sein de la famille. On n'intervient que dans le cadre familial. Donc des difficultés de tout ordre, concerner toutes les générations. Donc ça va des conflits parents-adolescents, les situations qui sont assez variées au moment de la séparation ou du divorce, avant, pendant, après ou longtemps après quand ces personnes sont aussi parents. Les grands-parents qui sont privés de leurs petits-enfants, les difficultés relationnelles dans une famille autour d'un parent qui devient dépendant et pour qui il faut que la famille se trouve des solidarités. Dans les successions, même si c'est un peu à la marge, on peut exercer aussi dans ce domaine-là. Donc on intervient à la demande des personnes, puisque c'est une démarche libre et volontaire, sur des séances individuelles qui durent le temps nécessaire, autant de fois que les gens le désirent. Ils viennent nous voir sur des séances qui durent 1h30 dans nos locaux à Cambrai. Sinon, on a des permanences un peu partout sur le territoire. Voilà. On peut nous joindre directement sur les numéros de téléphone des associations. Les médiatrices ont un numéro de portable personnel qui permet aux personnes de nous avoir en direct, ou de nous laisser un message, ce qui permet de les rappeler rapidement, parce que bon, sur ce genre de situation, on essaye quand même d'être assez réactif. On a nos adresses mail aussi, ou par nos secrétariats. Voilà. Ou lors de nos permanences. On est en permanence tous les jeudis matins de 9h à midi au tribunal de Cambrai. Et on a d'autres permanences qui sont un peu plus irrégulières, mais sur le territoire. L'année dernière, on était là surtout pour accueillir donc les classes de bac professionnel. Là, cette année, donc on a ouvert un petit stand parce qu'on a les terminales accueil qui ont travaillé en fait sur un montage photo sur les violences familiales conjugales. Ils étaient venus au forum l'année dernière. Ils ont eu envie de continuer le projet. Donc ils ont travaillé avec des enseignants sur un diaporama où ils se sont mis en scène, où ils ont travaillé sur des clichés par rapport à l'égalité entre les deux sexes, les violences conjugales, etc. Et donc on avait un petit outil qu'on a pu présenter donc, au public cet après-midi. Cette vidéo, elle a été montrée en fait à toutes les classes du lycée dans le cadre de la semaine de la femme. Et donc en fait c'est un outil qu'on va utiliser et qu'on va réutiliser parce qu'il est vraiment très très bien fait. Ce sont des élèves qui ont travaillé dessus, donc forcément ça a un appui plus important. Et aujourd'hui on a accueilli en fait sur le stand du lycée 6 classes en fait de bac pro et de CAP. Terminal bac pro, première bac pro, seconde bac pro et puis des CAP. Donc ça concerne, on a quand même vu passer en fait quelques élèves du lycée Camille Desmoulins. Alors pourquoi c'est important de participer à ce forum pour le lycée? Alors déjà au niveau du lycée, donc on les prépare au niveau de la formation à passer à bac professionnel, un CAP ou voire un bac général. Ce qui est important aussi pour nous et plus particulièrement peut-être pour le SSFE, c'est aussi de leur donner les armes pour se construire en tant qu'adultes, donc les préparer au mieux. Donc forcément
Voilà, d'où cette action de prévention justement sur les violences familiales et conjugales. On a aussi, en fait, avec le recul, beaucoup d'élèves qui sont concernés par la violence directe ou indirecte, en fait, donc de proches, pas proches, donc ils sont quand même très très concernés par le sujet, en fait. Donc ils ont aussi besoin de parler, en fait, et c'était l'occasion d'en parler. Et on leur explique aussi qu'en tant que citoyens, ils ne seront peut-être pas forcément directement concernés, mais même dans le cadre personnel ou professionnel plus tard, ils auront toujours à être plus ou moins témoins de ce genre de violence. Donc voilà, leur indiquer les principaux numéros, les démarches à suivre et comment aussi accompagner les victimes vers les associations. Alors le quotidien, il est d'aller à la rencontre des familles, des jeunes, aussi bien de manière individuelle ou en couple, ou vers des groupes de classe, ou des groupes constitués au niveau des centres sociaux, des centres d'animation, des structures diverses et variées, pour échanger d'un sujet d'actualité et intemporelle qui est la vie des familles, la vie affective et sexuelle des jeunes, des tout-petits, de moins de 6 ans, en passant par les ados, jusqu'aux familles qu'on peut rencontrer donc au quotidien de manière individuelle ou dans des structures plus collectives. Alors ce qu'on explique aux personnes qu'on rencontre, aussi bien les collégiens qui sont venus en nombre, aux familles et aux partenaires, c'est qu'en matière de violences conjugales qui peuvent naître dès la constitution d'un premier couple d'ados, que plus tard, c'est que l'important, c'est de parler, c'est de trouver autour de soi, que ce soit dans son établissement scolaire, que ce soit autour de soi, dans sa ville, dans son quartier, des personnes ressources, des services, des dispositifs qui sont présentés donc aux jeunes et aux familles aujourd'hui, que ce soit au niveau de la PMI, pour les plus jeunes enfants, les futurs parents, les parents, que pour le grand public, au niveau des maisons Nord Solidarité, les anciennes UTPAS, qui sont présentes également aujourd'hui à travers plusieurs de nos collègues assistantes sociales, référentes violences intrafamiliales, qui peuvent être des interlocuteurs de proximité au niveau des différentes MNS sur le secteur, pour accueillir les familles et pouvoir prendre un temps pour se poser, pour être écouté, pour être accueilli, pour ne pas être jugé et pour être accompagné dans les démarches qui s'imposent dans les cas de violences intrafamiliales. Petite information qu'on communique aujourd'hui et qu'on essaye de rendre très, très visible, c'est la création très récente depuis mi-septembre d'un nouveau service PMI, à savoir un centre de santé sexuelle qu'on appelait auparavant, jusque l'année dernière, un centre de planification et d'éducation familiale. Donc nouvellement installé rue du Faubourg de Cobray dans les locaux de la maison Nord Solidarité, ouvert 2 fois par mois, où une équipe de professionnels, médecins, sages-femmes, infirmières, secrétaires médico-sociales et conseillères conjugales peuvent accueillir des personnes, des hommes, des femmes, autour d'une porte d'entrée qui est la contraception et qui peut également recevoir des jeunes ados, dès la puberté, pour évoquer toute situation autour de la vie affective et sexuelle, pour pouvoir leur proposer éventuellement un premier accès à la contraception effectué de manière anonyme et gratuite et d'échanger avec tous les ados qui pourraient avoir des questions sur leur vie affective et sexuelle. Donc une porte à ouvrir sans hésitation depuis le mois de septembre à la MNS de Le Cateau et également à l'antenne Maupassant du Centre social Avenir Jeune de Caudry. Bienvenue à tous. Dernièrement, les pompiers fêtaient Sainte-Barbe, qui est leur patronne, l'occasion de parler des événements présents et à venir. Vous en saurez plus si vous suivez les interventions du lieutenant Ledieu, de Sylvie Claire et de Serge Siméon. Alors, donc pour vous en convaincre, quand vous aurez suivi tout ça, vous comprendrez de quoi il s'agit dans le reportage de Claude Delcourt. Alors aujourd'hui, donc, nous accueillons notre traditionnelle fête de la Sainte-Barbe qui nous permet de nous réunir et de se remémorer les activités que nous avons eues en 2023, activités soutenues, puisque nous arriverons à plus de 1500 départs cette année. Cette Sainte-Barbe nous fait l'occasion de rencontrer nos élus locaux,
monsieur le maire et madame la conseillère départementale, qui sont au quotidien nos partenaires, qui nous suivent et qui n'hésitent pas à nous mettre en place des dispositifs pour que l'on puisse s'entraîner, comme il a été fait récemment lorsque nous nous sommes exercés pour la tuerie de masse au cinéma Le Cateau. Alors nous sommes 40 sapeurs-pompiers volontaires, 7 sapeurs-pompiers professionnels, avec une augmentation lente mais sûre pour les années à venir, aussi bien sur le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et l'augmentation de notre potentiel opérationnel de garde. Nous avons mis des camarades à l'honneur, des médailles de l'Union départementale pour 15 ans, 20 ans et 30 ans de présence, et des médailles départementales pour 10 années de présence. Alors mais déjà le département du Nord félicite le SDIS du Nord en général parce qu'ils sont sur tous les fronts, on peut faire appel à eux, que ce soit pour des problèmes nationaux ou des problèmes qui se conduisent sur nos départements. À savoir, il y a 4 grands champs d'intervention cette année, en tout cas à l'échelle du territoire du Nord. Ça a été les inondations dernièrement, où d'ailleurs le centre d'incendie et de secours du Cateau est allé prêter main forte. On a eu un événement heureux puisque la sécurité au sein de la Coupe du Monde de rugby qui avait lieu chez nous a été également opérée par le SDIS du Nord. Le 3e événement, vous n'avez pas été sans le savoir, ça a été l'épisode douloureux des violences urbaines qui ont eu lieu il y a quelques mois. Et puis on a eu aussi le passage de la tempête où il y a eu aussi des renforts, en tout cas de nos professionnels du SDIS. Et puis plus localement, saluer de la même façon que l'a fait le chef de centre, Monsieur Ledieu, dire que voilà, les opérations sont toujours en expansion, elles sont toujours sur une file ascendante. Cela présage aussi qu'il y a toujours un besoin de secours autour de nous et qu'ils sont vraiment la valeur sûre des services publics, en tout cas de secours et de soutien à la population dans nos territoires. Donc pour cela, on les félicite grandement, félicite chacun d'entre eux pour le gage de leur engagement et puis aussi le gage de leur mission, parce que il y a derrière chaque carapace et derrière chaque sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, voilà, un homme, une femme avec une famille qui prennent des risques malgré le fait qu'ils soient formés justement à cette prise de risque et pour qu'il y ait le moins d'écueils possible. Mais en tout cas, il y a toujours un risque et donc la population doit en être avertie, doit savoir aussi que cette force de l'engagement, elle est prépondérante et qu'elle fait partie de leur mission et qu'ils seront bien entendu à nos côtés et à leur côté. Alors oui, je salue également la présence ici des cadets de la sécurité civile. C'est un partenariat entre notre centre d'incendie et de secours du Cateau et le collège Jean Rostand. Alors 2 points moi que je vois dans ces cadets de la sécurité civile. Le premier, c'est la valeur de l'engagement citoyen. Aujourd'hui, pouvoir s'inscrire dans un parcours citoyen, c'est important. Et puis la deuxième chose, si on voit un peu plus loin dans l'avenir, comme c'est au collège et c'est là où on se prépare à son orientation et au dessin qui sera le nôtre, peut-être de nouveaux engagements pour plus tard, que ce soit dans le sapeur-pompier volontaire ou professionnel. Donc voilà, un engagement sans faille. Et puis donc je remercie les personnes et les formateurs qui les encadrent en tout cas et qui prestent l'ensemble des heures auprès de ces jeunes citoyens. Et puis le dernier point, comme vous l'avez dit, c'est notre future caserne, puisque l'année dernière déjà j'avais pris l'engagement et je l'avais dit publiquement que nous aurions une future caserne au Cateau-Cambrésis, attendue depuis très longtemps. Là en fait aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus un vœu et ce n'est plus un rêve, puisque le permis de construire va être déposé. Nous allons accueillir dans quelques jours le président Jacques Houssin, qui est président du conseil d'administration du SDIS, qui viendra en fait nous exposer l'ensemble du projet, les maquettes sur plan du projet et puis voilà, nous dire un petit peu le rétro-planning en tout cas qui est entrevu. Et puis j'ai envie de dire, je vais passer la parole à Monsieur le maire parce que c'est un sujet qui nous incombe beaucoup et que l'on a beaucoup soutenu, et avec peine et débat parfois, et aujourd'hui avec le sourire, et on espère en tout cas pour les années à venir avec beaucoup de soins à la population.
Tout d'abord, je vais remercier mon lieutenant, Monsieur Ledieu, de son invitation et aussi l'invitation de l'amicale. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'en ma qualité de maire, je réponds chaque année, souvent accompagné par Joseph Modarelli et Bruno Manel, mais aussi par Sylvie Claire, vice-présidente du conseil départemental, à cette invitation à l'occasion de la Sainte-Barbe. Tout à l'heure, je remémorais des souvenirs. Moi, j'ai connu la Sainte-Barbe dans les années 95, ça a beaucoup évolué. La protocole, j'ai félicité Monsieur Ledieu tout d'abord par un devoir de mémoire et rappelé tous les sapeurs-pompiers et même d'autres personnalités qui ont vécu des moments difficiles et pour certains qui ont perdu la vie. Et je pense que c'est important de rendre hommage aux autres. Après, c'est une ambiance professionnelle qui intègre de plus en plus le corps des sapeurs-pompiers. On voit bien que les formations, les textes, toujours un peu trop de papasserie, quelquefois administrative, moi j'ai la liberté d'expression, font qu'on peut tuer certaines initiatives. Alors il faut inculquer aux gens que le sapeur-pompier d'il y a 30 ans n'est plus le sapeur-pompier d'aujourd'hui, qu'il faut certes avoir la volonté d'être sapeur-pompier, mais aussi suivre sans arrêt des formations. Et mon lieutenant évoquait tout à l'heure à juste titre des nouveaux équipements qui vont venir à la caserne, surtout au niveau des problèmes cardiaques, pour aider aux gestes des premiers secours, mais avec du matériel moderne. Vous dire aussi que les sapeurs-pompiers, ils ont augmenté de 10% leur activité par rapport aux années précédentes. Moi, je suis content parce que les sapeurs-pompiers sont appréciés et reconnus dans la ville. Et je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Il ne faut jamais oublier que certes, il y a des professionnels, mais il y a quand même 40 sapeurs-pompiers volontaires. Il y a les jeunes cadets de la protection civile. Et il faut faire vivre ce groupe. Et je félicite mon lieutenant Ledieu pour avoir réussi à faire vivre ce groupe ensemble et à l'élever professionnellement avec des objectifs clairement définis. Alors, qu'est-ce que je peux leur souhaiter? De continuer ainsi. Je disais en boutade que lorsque je suis arrivé avec Sylvie, avec d'autres à la mairie du Cateau, on vivait sous la tente dans des conditions abominables, pas loin du marché couvert, au Palais des Sports. Ils ont été transférés ici dans un système de location et enfin, dans la vie, c'est Étienne Fachon qui disait que la vie est un éternel combat. Depuis 2010, on mène ensemble avec Sylvie ce combat d'avoir une caserne. Ça a été difficile de se faire entendre à Lille, même d'autres avant n'avaient pas eu l'écho. Et nous avons réussi ce challenge et je suis content que le président du SDIS, M. Houssin, vienne présenter aux équipes. Mais nous avons déjà travaillé en amont à la fois M. Ledieu, les services du SDIS, Sylvie et les services de la mairie à élaborer ce projet de nouvelle caserne qui va avoir lieu, bon, c'est pas démentir, qui va être créé tout près des services techniques, qui permettra d'accéder par le contournement du Cateau beaucoup plus rapidement un peu partout. Donc c'est une joie immense, hein, et je pense que c'est l'aboutissement d'un long combat. Mais ce combat, il n'est pas mérité pour mon lieutenant, pour Sylvie ou pour moi. Il est mérité pour les Catésiens et surtout pour l'ensemble des pompiers qui participent à la vie. Il ne faut jamais oublier que les pompiers, pour moi, c'est comme d'autres professions, c'est la notion de service public et l'attachement. Donc on peut dire franchement qu'il y a une caserne qui va s'installer, qui va s'amplifier, comme beaucoup de choses actuellement au Cateau, et qui va consolider l'image du Cateau comme bourg-centre sur le territoire. Voilà, c'est une bonne Sainte-Barbe qui s'annonce. En plus, la tradition veut, et il n'y a pas de secret, comme à la Sainte-Cécile, mais que les sapeurs-pompiers festoient modérément, et ils le font depuis quelques années, mais dans la joie, avec leur famille, parce qu'il ne faut pas oublier les épouses qui restent souvent chez elles. Il ne faut pas oublier que le corps des sapeurs-pompiers se féminise, mais avec une lenteur, comme dit Sylvie, on est à 8,5%. J'ai bien écouté votre discours, mais il ne faudrait mieux pas aller trop vite. Il ne faudrait pas que l'inverse se produise non plus, mon lieutenant. Voilà, en tout cas, vive la Sainte-Barbe.
et vive le corps des sapeurs-pompiers. Merci. Parlons maintenant du concours de Noël au marché aux bestiaux. Samedi 2 décembre 2023, l'association du marché des Hauts-de-France, présidée par Camille de Seine, organisait son deuxième concours de Noël au marché aux bestiaux. Et c'est à l'occasion des fêtes de fin d'année que le monde agricole a exposé son savoir-faire au marché aux bestiaux du Cateau-Cambrésis. Ce rendez-vous est programmé pour découvrir les fleurons de l'élevage local. Les exposants rappellent que leurs bêtes sont issues d'un terroir hautement qualifié en la matière. Au marché aux bestiaux, un reportage de Claude Delcourt. Donc pourquoi il y a ce concours d'animaux de boucherie? C'est tout simplement la résultante d'un partenariat où on a eu la volonté avec les commerçants en bestiaux, la filière et les marchés aux bestiaux de présenter des animaux à destination des consommateurs pour les fêtes de fin d'année. Pour leur présenter des animaux de très haute qualité afin qu'ils puissent éprouver du plaisir à les déguster justement dans ces fêtes de fin d'année. Et surtout retrouver la fierté du travail accompli par les éleveurs pour élever leurs animaux sur le territoire. Écoutez, aujourd'hui c'était un concours vraiment très, très élevé en qualité, haut en qualité. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que Monsieur le maire, Monsieur Siméon ait pu venir, son fils adjoint de la mairie de Cambrai et notre conseillère départementale qui nous ont accompagnés aujourd'hui. C'est un signe de reconnaissance pour nous et Monsieur Siméon a bien insisté sur le fait que c'était devenu un petit peu le sémaphore rural de la région. Voilà. Toutes les races étaient représentées, toutes les races charolaises, Ménanjou, blanc-bleu, Ménanjou, Limousine, Partenaise, Aubrac, Salaire, il y avait toutes les races. Et les croisés qui vont avec. Alors, juste quelques mots pour dire que c'est avec plaisir qu'on se retrouve avec à la fois les éleveurs et les acheteurs. C'est un concours un peu particulier, c'est le concours de Noël. Merci à vous les présidents d'être là. J'associerai le président, M. Camille de Seine, du marché aux bestiaux et le président du marché aux bestiaux. J'ai rappelé brièvement l'historique, j'ai rappelé aussi très brièvement l'histoire de ce marché qui a pris beaucoup d'amplitude avec la fermeture pour des raisons économiques de mon collègue le maire d'Arras de son marché, les menaces aussi qui pèsent sur Rethel dans les Ardennes. Nous sommes le dernier marché des Hauts-de-France, donc en moyenne par semaine c'est entre 900 et 1000 bêtes qui circulent ici tous les jours de la semaine. J'ai aussi tenu à dire que j'aime bien travailler avec des gens responsables et j'ai retrouvé chez les marchands de bêtes, par le biais des deux associations, des gens responsables. La ville met à disposition ces bâtiments, elle porte des projets pour avoir des cofinancements région, département et même la ville aussi. Et dernièrement, j'ai été en réunion dans une commission préfectorale où j'ai insisté sur des besoins pour terminer l'agrément définitif du marché, puisqu'on est face à des services vétérinaires qui, pour moi, quelquefois, sont un peu trop exigeants pour le dernier marché des Hauts-de-France. Alors on attire des gens de tout horizon. Il arrive aussi même que des gens de la Seine-Maritime viennent vendre ou acheter des bêtes. Alors c'est le lieu de prédilection de la bonne viande, la viande de qualité, la viande que l'on aime manger. Vous savez, j'étais au Congrès des maires, je le disais tout à l'heure à Paris, vous allez manger dans un petit troquet, c'est de la viande d'Argentine. Je trouve scandaleux, non pas l'importation, c'est normal sur certains produits, mais quand on a une richesse comme l'élevage, qu'on ait besoin de recours à des produits extérieurs. Voilà, et j'ai salué les présidents qui étaient présents, certains nous ont quittés, et tous ceux qui œuvrent pour ce marché aux bestiaux. La ville et la communauté d'Étaglo ne tirent rien, parce que le marché aux bestiaux, c'est le label du monde agricole, mais il n'y a pas de taxe professionnelle, comme on disait dans le temps, de CVAE. Donc les investissements, on le fait tous ensemble dans l'intérêt de cette filière. Aussi, et pourquoi? Parce que le marché aux bestiaux est lié à l'histoire du Cateau. Les Catésiennes et les Catésiens se souviennent que dans la rue de Fémy, il y avait le marché aux bestiaux. Je me souviens que les marchands de bestiaux, on se retrouvait
au café de Jules Mériot, rue du Maréchal Mortier, et on échangeait avec des billets, des gros portefeuilles, ce qu'on appelait les maquignons en liquide. Et ça se passait très bien. C'est la vie dans le temps, tout a évolué, maintenant c'est des virements. On a eu des moments difficiles avec des acheteurs italiens qui n'ont pas tout honoré, mais je pense que tout ce secteur-là est assaini. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est le travail des professionnels qui organisent ces marchés. Aujourd'hui, c'est un marché exceptionnel. Je les félicite tous parce que ce ne sont pas des métiers faciles. Venez un jour à 4 h du matin, vous allez avoir déjà des camions de marchands de bestiaux. Et même certains arrivent le soir vers 23 h. Ils ont leur local, mais ils couchent dans leur cabine. Et je pense que c'est des métiers très difficiles. Et je pense qu'ils mériteraient d'avoir beaucoup plus de reconnaissance, non pas dans les propos que tous les gouvernements peuvent dire, mais dans la réalité des actes. Voilà, en tout cas, félicitations à toute la profession, à vous, aux élus d'être présents et de soutenir le marché aux bêtes. Bonjour à toutes et à tous, donc très honoré de pouvoir répondre à l'invitation de Camille de Seine, le président du concours d'aujourd'hui, et aussi Alexandre Henniot qui est président du marché. Honoré aussi d'avoir personnalité du monde de l'élevage, de l'agriculture et de l'élevage autour de moi, ainsi que Serge Siméon et Nicolas Siméon. Et puis rappeler aussi que le département, puisque moi je représente le département aujourd'hui, le département est là lorsque il apparaît au sein du marché aux bestiaux, puisque nous avons une politique de ruralité qui elle-même soutient les éleveurs. Nous avons invité à notre table ronde au marché, au salon de l'agriculture dernièrement, au début de l'année 2023, les éleveurs de notre Cambrésis, afin d'y partager ce temps fort pour voir un petit peu les aspirations, les défis, les difficultés rencontrées, et tout ça en fait dans la promotion du territoire et dans la promotion de la filière. Donc vraiment très honoré, très beau concours, bravo pour l'organisation, bravo à tous les éleveurs pour le travail quotidien qu'ils font, parce que c'est de la minutie, c'est de la dentelle comme on dit, parce que c'est voilà, c'est un travail de grande haleine avec toujours de la passion et de l'engagement. Et puis bravo encore à toutes les personnes qui ont fait que ce concours aujourd'hui soit une pleine réussite. Oui, bonjour à tous. La ville de Cambrai, par l'intermédiaire de M. François-Xavier Villain, est heureuse d'avoir répondu favorablement à l'invitation du président du marché aux bestiaux et de monsieur le maire de Le Cateau. Alors je retiendrai deux expressions, voilà, la fierté, vous avez parlé de fierté effectivement, véritable fierté que ce concours, que cette institution qui date maintenant depuis des décennies, fierté, et monsieur le maire a évoqué le sémaphore rural, effectivement seul marché restant sur territoire Hauts-de-France et bien au-delà. C'est toute une passion, c'est toute une profession qui doit être mise à l'honneur, et au-delà de toutes les contraintes. Voilà, l'anecdote fait que dans ma jeunesse, j'habitais à proximité du marché aux bestiaux. Voilà, j'avais souvent eu écho. Je venais régulièrement les mardis et j'en garde d'agréables souvenirs. Une profession qui doit être respectée au niveau du national et de l'international. Voilà, en tout cas, la ville de Cambrai, nous le répétons, est entièrement favorable à cette extension du marché. Merci. Nous allons maintenant partir au théâtre municipal où le personnel communal fêtait Saint-Éloi. C'était donc au théâtre municipal mercredi 6 décembre 2023 qu'était organisé le repas de Saint-Éloi du personnel communal. Après les discours d'usage de M. le maire et du directeur général des services, M. le maire a procédé à la remise de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Ce n'est pas moins de 6 récipiendaires qui ont été récompensés. En échelon argent, 20 ans de service, on trouvera Mme Pinchard Ludivine, M. Carin Luc. Échelon vermeil, 30 ans, M. Berkmans Jean-Louis et M. le prêtre Pascal. Échelon or, 35 ans, c'est M. Benjamin Daniel et M. Bertrand Bruno. S'en est suivi le repas et un gros intermède musical qui a clôturé la journée. Le récit en images, reportage Claude Delcourt et André Bianco. Encore, c'est la Saint-Éloi et beaucoup de nos personnes ont été mises à l'honneur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a mis à l'honneur 6 personnes pour 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans de service.
au service de la collectivité du Cateau, mais aussi ailleurs, puisqu'on a des mutations, des déroulements de carrière. Et c'est un honneur, ce moment privilégié de la Saint-Éloi, que l'État voulait nous faire disparaître et que nous, au Cateau, on a réussi à maintenir. Et c'est un moment de convivialité, puisqu'on est à un peu plus de 130 personnes. On prend les actifs qui veulent venir et les retraités aussi. Donc ça montre quand même une équipe saine, soudée du personnel communal, jeune et moins jeune. Vous avez souligné tout à l'heure la qualité du travail effectué. Oui, parce que les gens ne s'imaginent pas, certaines personnes de mauvaise foi critiquent toujours être fonctionnaire. Oui, mais être fonctionnaire, c'est être au service des autres, au service du public, dans des missions aussi très différentes chez nous. On a plusieurs métiers. Ça va des métiers culturels, M. Perkmans en est une éminence grise, des métiers du sport, de la vie sociale, de la santé, des services techniques, des espaces verts, du cimetière, il ne faut pas l'oublier, et puis des services administratifs, la médiathèque et autres. Donc c'est quand même des métiers très différents, sans oublier les fonctions de police municipale. Donc aujourd'hui, tous sont là, nos retraités, nos actifs. Hein. On a tous les actifs et ceux qui ne veulent pas ou qui sont empêchés prennent une journée de congé sur leur RTT, puisque c'est un honneur qu'on leur fait. Et j'ai estimé dès le début avec les représentants syndicaux c'était pas une obligation. Nous, on le maintient, alors il faut qu'ils donnent le respect, sinon ils prennent congé. Voilà, c'est un peu cadré. Ce qui fait beaucoup de motivation, mais les gens en général sont contents de se retrouver. Alors, M. Perkmans, qu'est-ce que vous pensez de cette journée ? Eh bien, moi, je pense que c'est une belle journée de convivialité qui permet à tout le personnel de la ville de se rencontrer et de se connaître. Parce qu'on travaille tous dans des services différents et on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir discuter. On se croise dans le service compta, on se croise dans le bureau d'un tel, voilà, et on n'a pas l'occasion de se rencontrer, de se connaître. Et là, je pense que c'est une belle initiative et c'est l'occasion de resserrer des liens entre le personnel de la ville. Alors, M. le maire venait de souligner le bon boulot qui est fait par tout notre personnel. Que dit votre sensibilité par rapport à ça ? Écoutez, moi, je n'ai rien à dire. On peut être que content de ce que M. le maire a pu dire. Voilà, donc c'est bien. Voilà. Merci, M. le maire, de reconnaître ce qu'on fait pour la ville. Merci. Alors, Daniel, c'est une journée, quand même, je vois qu'il y a une médaille pour l'assiduité, je pense. C'est une journée, c'est vrai que c'est une journée où on reconnaît le personnel, donc on est toujours ému d'écouter ce que dit notre maire, puisque c'est notre patron, et puis d'écouter ce qu'il pense de nous et ce qu'il pense au quotidien des employés de la ville. Donc c'est une reconnaissance, et puis c'est vrai que nous sommes attachés à notre commune et puis aux fonctions pour lesquelles on travaille, et c'est comme j'ai pu le rationaliser tout à l'heure, on n'est que des maillons, on est une chaîne complète, et cette chaîne, il faut qu'elle soit solide, et puis en travaillant avec tout le monde, c'est ce qui donne les compétences des personnes. En fait, il y a beaucoup qui ne savent pas le travail qui est fait. Ça, il faut le souligner, ça. Oui, après, chaque service a ses spécificités, donc systématiquement, nous, c'est la police municipale, donc justement, on gère quand même pas mal de problématiques, parce que, comme l'a rappelé Monsieur le maire, au quotidien, de toute façon, ça part d'un bruitage, ça part, c'est varié, quoi, donc systématiquement, on est là pour régler les problèmes de la population, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile et pas toujours évident, mais bon, on arrive à faire la part des choses. Des gens qui sont contents, des gens qui sont mécontents ou autres. De toute façon, c'est un ensemble et il faut faire le travail. Bon, allez, moi je te souhaite une bonne journée et puis surtout bonne Saint-Éloi. Merci André. Parlons maintenant de l'Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves de l'école Langevin. L'association des parents d'élèves de cette école tenait leur Assemblée générale. Après avoir énoncer les projets en cours et à venir, la présidente de l'association, Madame Léa Verrier, s'est confiée à notre micro dans ce reportage de Claude Delcourte. Alors
Alors ce soir, ça a été notre première assemblée générale depuis notre reprise de l'association l'année dernière. Alors on a abordé plusieurs points, on a fait un point budgétaire, on a évoqué les statuts, la mise en place d'un conseil d'administration, les événements passés sur l'année 2022-2023 et également les actions à venir pour l'année 2023-2024. Et puis on a évoqué aussi l'intégration de Cookie, notre mascotte, c'est un réel succès. Les enfants l'adorent. On a évoqué vraiment tout ce genre de choses et puis on a mis place à un temps d'échange et un temps de remerciement. On a également offert à nos bénévoles un petit cadeau pour les remercier de leur fidélité et de leur investissement personnel. Alors là actuellement on vient de passer Halloween, il y a eu la rentrée scolaire, il y a eu des dons qui ont été faits à l'école classe par classe. Au mois de juin on a eu la kermesse de l'école, le 4 novembre pardon, je l'ai oublié, il y a eu notre loto. En juin 2023 pardon, je me perds dans les années, on a eu notre kermesse de l'école, ensuite il y a eu le carnaval, il y a eu Pâques, il y a eu la chasse à l'œuf, le concours de dessin, il y a eu plein de choses. On essaye de faire un maximum de choses pour les enfants. On a fait aussi une brocante pour animer le quartier du Maroc qui est le quartier de l'école. Donc on essaye de faire plaisir aux enfants et aussi de faire vivre le quartier du Maroc tout au long de l'année avec plusieurs actions. Là cette année, nouveauté, on va organiser 2 lotos. Donc il y aura un loto au mois de février. Donc de mémoire c'est le samedi 2 février, donc au théâtre municipal. Toujours par principe de bon d'achat, donc de 15 à je ne sais combien d'euros. L'année dernière, celui qui vient de passer, on s'était arrêté à un montant de 500 €. Donc je pense qu'on réitérera ça au mois de février. Et en novembre 2024, il y aura également un deuxième loto. Donc on partira sur 2 lotos par an qui aideront à financer la classe de neige pour le mois de novembre. Et puis pour le mois de février, ce sera aussi pour faire des actions sur le reste de l'année, donc au sein de l'école, participer au partenariat avec l'ADAPT de Cambrai pour le sport et le handisport et les Jeux Olympiques. Et donc plein de genres de choses comme ça tout au long de l'année. On essaye d'offrir un maximum de choses aux enfants pour leur faire plaisir, pour que ça marque aussi leur parcours scolaire et qu'ils disent qu'en primaire et en maternelle, ils ont été gâtés, qu'il y avait une superbe association qui s'occupait super bien d'eux et qui faisait tout pour leur faire plaisir. Voilà, on essaye de faire au mieux. Avec plaisir, à bientôt. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi, surtout merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, mais aussi dans nos multiples rediffusions, tout en vous souhaitant un très joyeux Noël et merci et à bientôt.